L'engagement, c'est pas un métier, c'est une façon d'être, de se comporter, de penser les choses. L'extrême droite n'a jamais été aussi proche d'une victoire électorale en France. Donc ça veut dire que collectivement, on a merdé sur quelque chose. C'est toujours plus simple de dire aux gens c'était mieux avant, parce que forcément, quand on va mal, on va chercher à se réfugier dans des fantasmes du passé, etc. J'avais proposé la taxe Zemmour, c'est-à-dire une taxe qui rend prohibitif le fait d'inviter sur un plateau télé quelqu'un qui a été condamné pour incitation à la haine raciale. L'homophobie, le sexisme, l'islamophobie, que tout ce qui contribue à discriminer est incompatible avec l'idée même qu'on soit une démocratie. En vrai, le podcast de nos engagés. Aujourd'hui, Benjamin Lucas, député écologiste des Yvelines, est à mes côtés. Bonjour Benjamin. Bonjour. Benjamin, dans ce podcast, c'est notre invité qui fait l'émission. C'est lui, en fait, qui donne ses règles. Et la première règle, c'est de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on se dit ? Est-ce qu'on se dit « tu » ou est-ce qu'on se dit « vous » pendant le podcast ? C'est l'invité qui décide pour donner le ton. Et nous, on ne le prend pas mal parce que c'est la décision de notre invité. Tu, vous, qu'est-ce que tu, vous préférez ? Comme tu veux. Alors, on va dire tu ? Ça marche. Alors, ok, Benjamin. Benjamin, j'ai dit député écologiste des Yvelines. Comment est-ce que toi, tu aimerais, en règle générale, te présenter au monde au-delà de ta fonction ? Benjamin, député des Yvelines, ça résume bien les choses, parce que député, c'est être engagé, c'est être militant, c'est ce que je fais à plein temps. Donc, mais Benjamin, c'est bien, mon prénom, ça me suffit. Benjamin. Ouais. Benjamin, rappelle-nous tes engagements. On sait qu'il y a un engagement politique, mais il y a quoi derrière l'engagement politique ? Il y a tout derrière l'engagement politique, parce que moi j'appartiens à une tradition de pensée, globalement à gauche, on pense que tout est politique. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire de la politique tout le temps, partout. Il faut d'ailleurs savoir se détacher un peu, mais que ce qui relève de la vie quotidienne, ce qui relève de la façon dont on se comporte au monde, c'est politique. Donc derrière l'engagement politique, je pense qu'il y a une vision de la société, des êtres humains, des choses, du monde dans lequel on vit. Donc ça vient de là, et je pense que c'est le plus important. D'ailleurs, toujours se souvenir que la politique, c'est pas... je fais pas un métier, député, c'est pas un métier. L'engagement, c'est pas un métier. C'est une façon d'être, de se comporter, de penser les choses et de penser toutes les choses de la vie, du monde en fonction de convictions, de valeurs. Et ça, je crois que c'est extrêmement précieux par les temps qui courent. On va revenir sur tes convictions et tes valeurs. Pourquoi est-ce qu'un jour, dans ta vie, au-delà de l'engagement politique, tu as décidé de rejoindre les écolos ? Moi, d'abord, j'ai été président des Jeunes Socialistes. Donc, mon engagement dans la gauche, il vient d'abord chez les socialistes, à une époque où le Parti Socialiste, c'était quelque chose, quoi. C'était un grand parti, il y avait du monde, et surtout, c'était là où se passaient tous les débats en fait, qui existaient au sein de la gauche. Il y avait qui à l'époque dans ce Parti Socialiste ? Tout le monde. Il y avait Mélenchon, Parti Socialiste, quand j'y adhérais. Il y avait d'autres, Jospin qui était là, Hollande, avant qu'il trahisse complètement ses engagements. Ça c'est dit. Et voilà, il paraît qu'on se dit tout. Donc, on se dit tout. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Moi, mon premier acte militant d'engagement, il est le 21 avril 2002, j'ai 11 ans, quand Le Pen est au deuxième tour. Avec mon cousin, on décide que, parce qu'on voit nos parents qui pleurent, qui crient, on sent qu'il se passe un truc. Je dis pas qu'on était capable de poser une analyse politique sur ce qui se passait, mais on voit qu'il se passe un truc. Puis quand même, on est sensibilisé. Moi, je viens d'une région qui a été traversée par 2 guerres mondiales. On sait ce que c'est et dans nos vies, dans nos familles, on sait ce que c'est le poids du racisme, de la haine, des nationalismes. Et donc, on sent quand même intuitivement qu'il y a un truc qui va pas. Et donc, on a fait des espèces de tracts amateurs, quoi, qu'on a imprimés sur l'imprimante de la maison. Le Pen de mort, 17%, je crois, c'était ça. Et donc, manif à Amiens à l'époque. Il y avait du monde, beaucoup de monde. On mettait encore du monde dans la rue contre l'extrême droite à l'époque. Donc ça vient de là, mais le vrai passage à l'engagement, pour moi, c'est au moment du CPE en 2005-2006. C'est Dominique de Villepin qui est Premier ministre. Et là, t'as quel âge ? Là, j'ai 15 ans, je suis au lycée. Et je découvre un truc. Moi, j'étais un gamin un peu introverti, timide. La queue de cheval, les cheveux longs, enfin, il n'y a rien qui allait, quoi. Des vestes pires que celle-ci. Et je découvre que monter sur un banc avec un mégaphone, on peut convaincre d'autres gens et mener des actions collectives. Et c'est la découverte que la conviction, c'est bien de l'avoir pour soi-même, d'avoir des idées pour soi-même, mais quand on les partage avec les autres et qu'on décide ensemble de faire des choses, on a en l'occurrence bloqué notre lycée, on est parti en manif, et c'est un bel exemple le CPE parce qu'à la fin on a gagné. Chirac a promulgué sans appliquer le contrat première embauche, on a fait plier le gouvernement. C'est rare là aussi les victoires, cet engagement-là il a permis ça. C'est quoi qui se passe dans ta tête, dans la tête de cet adolescent de 15 ans, plutôt introverti, avec sa queue de cheval et ses vestes rigolotes, qui va monter sur ce banc, parler, crier, exprimer ses idées ? C'est quoi ce moteur ? C'est quoi qui te pousse à le faire ?
Il y a plein de choses. Bon, d'abord, il y a les idées, les convictions. Je trouve ça, à l'époque, scandaleux qu'on explique que les jeunes sont une catégorie à part de la population, que les jeunes doivent être des sous-salariés, qu'on peut... Le CPE, c'était quoi? C'était quand on embauchait des jeunes, ils avaient moins de droits, moins de protection et qu'on pouvait les licencier plus facilement. Ouais. Bon, alors, quand on est au lycée, on pense pas tout de suite au boulot qu'on va faire, mais voilà, il y avait une forme d'injustice, ce truc, pourquoi on vaut moins que les autres. Pourquoi surtout notre génération, on devrait lui expliquer qu'elle vivra moins bien que la génération de ses parents et ses grands-parents. Là où jusque-là, quand même, l'idée, c'était que de génération en génération, on avait des conquêtes, des progrès, et que les progrès de la science, de la médecine, de l'économie, de la productivité, tout ça bénéficiait d'abord aux êtres humains, aux individus. Et là, on nous explique l'inverse. Vous allez moins bien vivre que la génération de vos parents. Pourquoi? Comment? Au nom de quoi? Etc. Donc il y a ça, puis après, je pense qu'il y a des ressorts un peu psychologiques aussi. L'engagement, c'est aussi une manière de rencontrer du monde, c'est une forme de sociabilité. L'émancipation. Moi, je me suis fait des amis pour la vie dans l'engagement. Je me suis fait mes meilleurs amis, je les ai connus à cette époque-là. Et puis c'est une forme aussi de façon de se définir par rapport aux autres dans la société, par rapport à soi-même, donner du sens aussi. C'est des moments, l'adolescence, où on cherche un peu qui on est, ce qu'on veut faire. Et donc c'est aussi, je pense, que ça joue aussi. L'engagement politique, il faut forcément être un peu fou. Ma grande question, c'est est-ce qu'on devient fou en faisant de la politique ou est-ce qu'on fait de la politique parce qu'on est fou? Sans doute un peu les deux. Mais en l'occurrence, il y a toujours un ressort psychologique, comme dans tous les choix qu'on fait dans la vie. Quand on choisit un métier, quand on choisit un endroit où on va vivre, etc. Quand on a la possibilité de pouvoir choisir ce qu'on va faire, il y a toujours quelque chose qui vient aussi de... Quand on a cette liberté, parce que c'est une liberté de pouvoir choisir. Oui. Tu as dit beaucoup de choses et je te propose qu'on revienne sur ces différentes sphères, que ce soit la sphère familiale, que ce soit la sphère avec les moteurs et que ce soit la sphère politique avec parfois les illusions un peu perdues dont tu nous as parlé. Si on revient sur la première sphère, la sphère familiale, parce que tu dis je suis petit, quand ça commence, il y a un tract, etc. avec mes parents, Le Pen 17, c'est ça hein, c'est Le Pen de mort. Le Pen de mort 17. Le sens de la rime. Le Pen de mort 17, elle est comment cette famille, la famille dans laquelle et tu as le droit, Benjamin, encore une fois, je le répète, c'est ton émission et c'est toi qui peux choisir, tu vois, ce dont tu veux nous parler. Mais la vérité, elle est importante. En vrai, ta famille, comment est-ce qu'elle accueille ce petit Benjamin qui fait que lui, il a aussi son mot à dire quand il a 11 ans. Il se rend compte aussi qu'il y a des choses qui vont pas. Il a envie d'être à côté de ses parents. Il a envie d'avoir une voix et qu'on l'entende. Oh, moi, j'ai eu la chance, justement, j'ai sacrifié des études, j'ai sacrifié des choses, je me plains pas du tout, mais l'engagement politique, il vous prend du temps, et je l'ai fait au détriment de beaucoup de choses, et j'ai pu le faire aussi parce que j'ai eu une famille qui m'a laissé faire, pas forcément toujours en trouvant ça très bien, pas forcément toujours en comprenant, mais qui m'a laissé faire ça. C'est quoi tes sacrifices ? Non, concrètement, quand vous êtes militant, vous allez plus souvent en manif, coller des affiches, distribuer des tracts qu'à la fac, par exemple. Ou même quand j'étais au lycée, j'ai bloqué le lycée dans lequel ma mère était enseignante. Ah, ta mère était enseignante ? Ma mère était prof au lycée, je le bloquais. Et donc il y avait je me souviens, la CPE à l'époque, très sympathique par ailleurs, mais qui allait chercher ma mère pour essayer de me convaincre de lever le blocage, etc. Bon, et ma mère n'a pas cédé. Elle était militante, ta mère aussi ? Ouais, elle a été militante, elle a été élue locale quelque temps aussi. D'accord. Donc j'ai eu cette chance-là. Et puis, puis une famille d'enseignants, donc ça joue toujours. Le rapport à l'histoire, le rapport à la transmission, voilà, des gens qui sont enseignants. Quelles que soient les difficultés de ce métier, il y a toujours un truc à la base qui est la volonté de transmettre, de partager et de créer du collectif. Donc ça a joué, je pense, beaucoup. Et quand on est enseignant, on est forcément à gauche ? Non, pas forcément. D'ailleurs, il y a beaucoup d'enseignants, enfin beaucoup, il y a le monde de l'enseignement, il échappe pas aussi à un sorte de tournant réactionnaire, des gens qui disent c'était mieux avant, etc. Mais je pense que c'est difficile quand même d'être enseignant, c'est-à-dire de vouloir partager les savoirs, de vouloir que les individus s'émancipent, parce que l'éducation, c'est ça, c'est faire en sorte que ceux qui arrivent après vous dépassent, et plus de connaissances que vous, et plus de capacités que vous à maîtriser leur destin, etc. Je vois difficilement comment on peut être enseignant de droite, mais il y en a. On revient sur une autre sphère. Tout à l'heure, tu as dit, et à ce moment-là, je suis au lycée et je monte sur ce banc et avec mon mégaphone, c'est ça ? Ouais, on avait un mégaphone. Et je me fais entendre. Ça y est, c'est un tournant dans ma vie. Parce que tu as dit, cette injustice, ça n'était plus possible pour moi. Ça fait partie de tes moteurs ? Après, c'était pas non plus une révolution. Hein. Mais t'avais 15 ans. Mais j'avais 15 ans et ouais, donc il y a un double truc. Il y a vraiment l'idée que l'engagement politique, c'est un engagement citoyen. On peut agir sur les choses.
Et en l'occurrence, c'est ça qui était fort en plus à ce moment-là, c'est qu'on a gagné à la fin, donc ça donne de l'espoir pour la suite. Et puis oui, l'idée que les mots peuvent servir à quelque chose. Vous montez, vous parlez, la conviction, le fait de convaincre les autres. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que quand vous discutez avec quelqu'un. Ça peut être vrai dans un cadre comme ça en tête-à-tête, ça peut être vrai aussi avec du monde. Moi, j'adore par exemple les meetings, les réunions publiques, quand vous parlez et puis vous voyez à un moment donné dans une salle, mais c'est vrai aussi dans un repas de famille, c'est vrai aussi dans une soirée entre potes, c'est vrai aussi dans un tête-à-tête. Puis vous voyez que ce que vous dites va faire en sorte que la personne qui est en face de vous va pas forcément être d'accord avec vous, mais que ça va faire une étincelle, ça va faire quelque chose, ça va faire réfléchir et ça va amener progressivement ce que vous croyez juste à être partagé par d'autres. Je trouve que ça, y a rien de plus valorisant dans la vie en général que de convaincre quelqu'un, mais ça peut être vrai pas que sur des histoires de conviction, hein, ça peut être vrai sur le choix d'un endroit où on vit, d'un prénom pour un enfant, etc. Mais le fait de convaincre les gens, je trouve ça magnifique. Au-delà du fait de convaincre, avec les différents moteurs que tu nous as évoqués, la question d'injustice, qui revient beaucoup en politique. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui un jour se disent « je vais faire de la politique parce que ça ne peut plus durer, il y a quelque chose qui ne va pas, etc. » à différents degrés, bien évidemment. Au-delà de ça, est-ce que tu as des désillusions aujourd'hui quand tu regardes un petit peu derrière, mais on va y revenir largement, est-ce que sur ta vie, ta jeune vie politique, encore parce que elle va être longue, ta vie en politique, on l'imagine, est-ce qu'il y a déjà des désillusions quand tu n'arrives pas à convaincre, justement ? Je disais que le premier réflexe militant que j'ai eu, parce que parler d'engagement, c'était un peu vite dit, mais le premier réflexe, c'était 2002, Le Pen au deuxième tour de la présidentielle. Force est de constater quand même qu'on a échoué. Alors ma génération... Nous, on est arrivé un peu plus tardivement dans la baston, mais la génération politique à laquelle je participe aujourd'hui, de ceux qui sont en responsabilité, a échoué, puisque aujourd'hui, on est à quelques mois d'une possible, potentielle victoire de l'extrême droite. En tout cas, l'extrême droite n'a jamais été aussi proche d'une victoire électorale en France. Donc ça veut dire que collectivement, on a merdé sur quelque chose, qu'on n'a pas su convaincre, qu'on n'a pas su combattre. Alors, je ne veux pas me flageller, tout n'est pas de notre faute. On assiste à quelque chose qui est mondial. Hein. Les extrêmes droites, elles progressent partout. Trump, c'est pas de notre faute. À nous, à moi, militants français, Orban, pendant 16 ans au pouvoir en Hongrie, c'est pas de ma faute. Bolsonaro, c'est pas de ma faute. Mais le fait de voir que ça avance, ça monte, et que, hormis, par exemple, ce qui s'est passé en 2024 avec le nouveau Front Populaire, on a réussi à freiner ça, mais qu'on n'a pas réussi à l'arrêter et à inverser ce cycle-là, ouais, c'est une forme de désillusion. En tout cas, j'espère que l'histoire n'est pas terminée, mais aujourd'hui, elle est mal engagée. Ça nous amène à la gauche, forcément. Hein. Tout à l'heure, tu as dit, moi, j'ai décidé de m'engager en politique, j'ai rejoint les socialistes. Bon, quand les socialistes existaient... ce sont ils existent toujours. Un peu tes mots, mais en tout cas, c'est moins important qu'avant. Voilà, c'est ce que tu nous dis. Explique-nous pourquoi. C'est quoi qui a fait qu'à un moment, cette social-démocratie s'est disloquée? Si c'est le cas, tu me diras, c'est un peu paumé. En tout cas, a manqué de solidarité. Tu as évoqué le nouveau Front Populaire. Bon, force est de constater qu'à part le nom, il ne reste pas grand-chose du nouveau Front Populaire. Quelle déception aussi. Il reste quand même 9 millions de personnes qui nous ont fait confiance. Et ceux-là, je pense, et d'ailleurs, c'est d'eux que viendra le sursaut et le fait qu'on empêche l'extrême droite de gagner. C'est que moi, chaque fois que je rencontre des gens qui ont voté pour le NFP, alors ils sont déçus, ils sont en colère parce qu'on en a fait n'importe quoi collectivement après, mais enfin je pense que les raisons pour lesquelles ils se sont mobilisés pour nous permettre d'empêcher l'extrême droite de gagner et même d'arriver en tête au soir des législatives, ces raisons-là, elles existent toujours. Et ces millions de personnes-là, elles sont toujours convaincues qu'il faut tout faire pour empêcher l'extrême droite, que ce serait dramatique pour notre pays, pour la vie quotidienne de millions de nos compatriotes. Puis elles sont toujours convaincues que c'est du côté de la gauche et des écologistes qu'il y a des réponses pour faire une société plus belle, plus humaine, plus juste. Donc eux sont nos électeurs, les citoyens, ce grand mouvement qui est venu de la société civile aussi. Il est beaucoup plus digne et responsable que les directions politiques des partis qui aujourd'hui qui ont constitué le nouveau Front Populaire. Alors Benjamin, en vrai, là tu me parles comme un politique qui connaît parfaitement son discours. Qu'est-ce qui fait que tous ces hommes se sont séparés? Tu m'as parlé de Jospin, tu m'as parlé de Mélenchon, tu m'as parlé d'Hollande. Toutes ces personnalités aujourd'hui, bon, Jospin mis à part, pour les raisons que l'on connaît, bien évidemment, mais ne prennent pas les mêmes chemins. Il n'y a plus, tu sais, on a souvent parlé, nous, dans les médias, c'est pas ce que je fais aujourd'hui avec toi, mais on parle de l'union des droites beaucoup. Mais peut-être qu'on devrait parler de l'union des gauches aussi. Combien il y a de gauches aujourd'hui? Ah ouais, mais moi je pense qu'il reste un unitaire à la fin, ce sera moi. Donc voilà, je le défends pas simplement parce que ça permet de gagner, mais aussi parce qu'on est instruit par l'histoire. Quand on est de gauche, on sait que c'est plus dur pour nous que pour la droite. C'est Pourquoi? plus dur de convaincre.
Parce que on voit bien la droite et l'extrême droite, elles jouent sur des ressorts faciles. L'extrême droite, elle explique que le problème c'est l'immigration, elle trouve des boucs émissaires. Elle explique que c'était mieux avant. C'est toujours plus simple de dire aux gens c'était mieux avant, parce que forcément quand on va mal, on va chercher à se réfugier dans des fantasmes du passé, etc. Bon, comme si c'était mieux avant. Par exemple l'école, quand les profs fumaient en classe et que les filles et les garçons étaient séparés, je suis pas sûr que c'était mieux. Quand il y avait que 30% d'une classe d'âge qui accédait au bac, je suis pas sûr que c'était mieux. Je pense pas d'ailleurs que la société était meilleure avant. Quand, je sais pas, ma grand-mère, elle est née à une époque où elle pouvait pas ouvrir de compte en banque sans l'accord de son mari. Bon, je suis pas sûr que la société était meilleure avant, mais c'est simple à faire entendre dans les esprits, parce que la société elle va vite, parce qu'on voit des grands entrepôts qui remplacent nos petits commerces de proximité, et donc les gens ils ont besoin de chercher des coupables, des boucs émissaires, et l'extrême droite et la droite, elle est très forte pour ça. Et que nous, forcément, on va chercher aussi des réponses qui sont parfois plus complexes. Donc c'est plus difficile d'être de gauche, et en tout cas de le faire comprendre. Mais on est instruit par l'histoire sur le fait que si on veut non seulement gagner, mais c'est pas le plus important, c'est transformer la société, on a face à nous des forces qui sont organisées. On parlera peut-être de ce qui se passe à l'Assemblée nationale avec Bolloré. Bien sûr. Si demain on gagnait la présidentielle, il suffit pas de gagner l'élection pour pouvoir changer la vie. Il faut gagner l'élection, puis après il faut avoir un soutien dans l'opinion. Il faut avoir une capacité à faire face aux forces internationales. On a Trump, on a Poutine. Il faut avoir de la force pour faire face au monde de la finance, que Hollande décrivait. L'exemple du Front Populaire. Le Front Populaire, pourquoi on a les 40 heures et les congés payés ? C'est parce qu'il y a une victoire électorale de la gauche qui sait se rassembler, mais aussi parce qu'il y a un mouvement de grève, parce qu'il y a un affrontement qui se crée avec les détenteurs de l'argent, du capital. Et donc nous, si on est divisé, non seulement on affaiblit nos chances de gagner, mais même si on gagnait, on affaiblit nos chances de pouvoir réussir derrière dans l'exercice du pouvoir. Mais quand tu nous l'expliques, ça paraît extrêmement simple. Pourtant, il n'y a rien qui fait cohésion aujourd'hui. La gauche défonce la gauche dans les médias. Il y a des batailles au sein des groupes qui sont assez ubuesques, et on a du mal à comprendre là où vous vous rejoignez tous. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Les Français ne s'y retrouvent plus. T'as les écolos, t'as la France insoumise, t'as la social-démocratie, tu aurais une gauche un peu plus modérée, tu as une gauche qui est plus centriste. On s'y retrouve plus, on sait plus qui fait quoi, mais par contre on sait une chose, tout le monde est candidat à l'élection présidentielle. C'est hyper compliqué, non ? Comment est-ce que toi, tu arrives à porter ça sur tes épaules et à dire, bon, bah voilà, je suis un homme de gauche, voilà ce que je fais, voilà mes idées, voilà mes valeurs, voilà mes moteurs. C'est pas hyper compliqué à assumer ? C'est compliqué en plus parce que tout ça n'est pas un jeu. Si ça, c'était juste de... En fait, s'il n'y avait pas l'extrême droite derrière, si le sujet, c'était juste, bon, allez, on va perdre parce qu'on est nul, parce qu'on le mérite, parce qu'on est irresponsable, mais à la fin, on aura... C'était le cas avant, on aura quelqu'un de droite, on n'est pas d'accord avec sa politique, on va la combattre, mais globalement, ça ne remet pas en cause les fondamentaux, ça ne remet pas en cause la capacité d'un certain nombre de familles à vivre heureuses sur le territoire français, ça ne remet pas en cause les valeurs essentielles auxquelles on croit, les valeurs humaines, au-delà même de parler des valeurs de la République, etc. Là, on pourrait se dire, bon, bah allez, on est dans l'opposition, c'est pas dramatique, c'est jamais agréable, parce que quand on est engagé politiquement, c'est pour faire des choses. Moi, je ne veux pas me contenter de parler, je veux pouvoir agir concrètement sur le quotidien, sur la façon... moi, j'ai un bébé de 16 mois, j'ai envie de construire la société dans laquelle il va grandir. C'est pour ça que je suis engagé politiquement, c'est pour ça que je suis heureux d'être député, de me lever tous les matins pour aller mener les batailles. Mais bon, je me dis que si je suis dans l'opposition 5 ou 10 ans de plus, après tout, c'est pas grave. Il y a des gens qui ont beaucoup influé sur la vie du pays, qui ont été longtemps dans l'opposition avant de gouverner et de transformer la société. Sauf que là, tout ça est balayé par une chose, c'est que si c'est pas nous à la fin, c'est l'extrême droite. Et que si l'extrême droite, elle gagne, moi je suis convaincu de ça. Et je vais te dire, je pense que c'est ça d'ailleurs le problème des dirigeants de la gauche aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas assez la trouille de la victoire de l'extrême droite. C'est que si ces gens prenaient au sérieux, étaient vraiment inquiets comme nous, du fait que l'extrême droite gagne demain, alors ils ne se comporteraient pas de la même façon. C'est qui, ces gens-là ? Mais nous tous, en vrai. Moi, ce serait. Mais si je donne. Aujourd'hui, je pense que tous ceux qui disent je suis candidat à la présidentielle et qui sont prêts à être une candidature de plus. Plutôt que d'essayer de trouver une solution commune, même si elle ne nous satisfait pas, parce que oui, on a des différences. Oui, on a même des fois des désaccords. Je suis pas d'accord, je l'ai dit, avec le PS sur tout un tas de renoncements qu'ils ont fait. Je suis pas d'accord avec Mélenchon sur l'Ukraine. Bon, ok, mais enfin, globalement, quand même, la vision de la société qu'on défend, elle est la même. La vision, l'idée que... La gauche, c'est quoi ? La gauche, c'est l'idée que l'égalité détermine tout. Il n'y a pas de liberté sans égalité. Et pardonne-moi de te couper, Benjamin, que la gauche de Glucksmann n'a rien à voir avec la gauche de Mélenchon.
Mais qu'elle est presque diamétralement opposée, pas que sur l'Ukraine. Je te rappelle Gaza, je te rappelle... Ouais, mais Jospin, dans son gouvernement, il avait Chevènement qui était souverainiste, il avait Marie-Georges Buffet qui était communiste, il avait Strauss-Kahn et Fabius qui étaient des sociolibéraux version Blair ou Schröder. Oui, mais en vrai... Ça n'a pas empêché de faire un gouvernement qui a fait les 35 heures. Mais il y avait un pilote dans l'avion et c'était Jospin. Là, on a du mal à savoir qui pilote quoi. Est-ce que vous êtes tous à bord du même avion, surtout ? Est-ce que vous prenez la même direction ? Je suis bien d'accord. C'est pour ça, moi, je défends l'idée qu'on doit à un moment faire un parti commun, au moins des gens qui sont unitaires et qui sont pour dire il n'y a pas de gauche irréconciliable, qui sont pour dire ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. Et assumons nos différences, ce qui a été fait par le Parti Socialiste pendant 30 ans. Je disais, moi, j'ai adhéré au PS, il y avait tout au PS. Et y compris des gens qui, en vrai, n'avaient pas grand-chose à faire ensemble sur plein d'idées, sur plein de combats. Mais ils se retrouvaient sur l'idée que quand même, face à la droite et à l'extrême droite, il fallait faire bloc, il fallait aller ensemble aux élections. C'est ça aujourd'hui l'enjeu. Aujourd'hui, quelles sont les concessions que toi, tu serais prêt à faire, toi et ton parti, pour que cette gauche, elle s'unisse ? Sur quoi est-ce que... Parce que, bien évidemment, pour pouvoir s'unir, quand on a peut-être des valeurs et un socle commun, mais des directions qui sont parfois opposées, il faut faire des concessions, il faut céder sur quelque chose. Sur quoi est-ce que toi, en tant qu'individu, en tant qu'engagé, en vrai, tu serais prêt à céder ? Moi, je suis prêt à discuter de tous les points de programme, la vitesse à laquelle on fait les changements, comment on les fait, etc. Si on est d'accord sur l'essentiel c'est quoi pour moi ? Et c'est là, par exemple, où j'ai des désaccords avec Glucksmann, avec une partie du PS aujourd'hui. Je pense que la gauche, elle doit retrouver sa vocation historique, si je puis dire. C'est un grand mot comme ça, mais c'est quoi la gauche ? La gauche, c'est, je disais, l'idée que l'égalité est le cœur de tout. On n'est pas libre quand on est une maman solo qui doit choisir entre soigner ses gosses ou les nourrir. On n'est pas libre quand un étudiant doit se salarier en même temps que ses études et donc va moins bien réussir à la fac que celui qui a des parents qui lui permettent de faire ses études dans de bonnes conditions. On n'est pas libre quand on est discriminé, quand on est contrôlé 10 fois plus qu'un autre par la police en raison de la couleur de sa peau. Donc l'égalité est le cœur de tout. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la gauche, elle a quand même toujours défendu l'idée qu'on devait gagner du temps pour vivre, du temps pour les loisirs, du temps pour la culture, du temps pour l'émancipation, du temps pour l'égalité, du temps libéré, quoi. Ça, pour moi, c'est une matrice importante. Et c'est ça le drame de Hollande. Hollande, c'est le premier président de la République, c'est le premier homme de gauche qui, quand il arrive au pouvoir, ne traduit pas son arrivée au pouvoir par une grande conquête sociale, qui redonne du temps, qui prend du temps au travail pour le redonner aux loisirs, à l'éducation, à la culture, à la vie, au sens non productif du terme. Pour toi, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là ? Donc on doit renouer avec ça. Et une fois qu'on est d'accord sur ce cadre-là, et la transition écologique qui est indispensable, après le reste, on peut discuter des modalités, etc. Voilà, on a réussi à faire le programme du nouveau Front Populaire. 650 mesures, on s'est mis d'accord en quelques jours dessus. Donc je ne crois pas que ce soit insurmontable. Alors deux choses. On revient sur François Hollande. Quand il arrive au pouvoir pour toi, qu'est-ce qu'il ne fait pas ? Hollande, il est élu, de pas beaucoup d'ailleurs, hein. Sarkozy a failli être élu. Hollande, il est élu parce qu'il promet de rompre avec Sarkozy, il promet de réorienter l'Europe, il promet de mener une politique de gauche, quoi. Alors, on ne s'attendait pas, moi j'avais voté Aubry dans la primaire, je ne m'attendais pas à ce que Hollande ce soit un type très très à gauche, c'était plutôt le centre mou du Parti Socialiste. Mais je me disais, ça va faire comme avec Jospin, c'est-à-dire que tout le monde va pouvoir s'y retrouver. Et on demandait que ça, de pouvoir s'y retrouver à la fin. Jospin, il fait des choses avec lesquelles je pense on doit être en désaccord, des privatisations, on ne va pas assez vite sur un certain nombre de choses, mais les 35 heures, la couverture maladie universelle, c'est-à-dire des choses qui permettent aux gens d'être mieux protégés, quoi, qui permettent du progrès social. Hollande, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait la loi travail, en vrai elle aurait pu être faite par Sarkozy. Il a fait la déchéance de nationalité, c'était dans le programme de Jean-Marie Le Pen. Ça, c'est des ruptures fondamentales. Moi, je ne demande pas à ce que tout mon programme s'applique. Moi, je n'ai pas de problème à être minoritaire dans la gauche. Je défends le revenu universel d'existence, je sais bien qu'on n'est pas une majorité à gauche à le défendre. Si je peux m'exprimer et essayer de convaincre mes camarades, je suis prêt à y passer 10-15 ans pour réussir à les convaincre. Ce que je veux par contre, c'est qu'à la fin, je ne sois pas heurté sur mes valeurs. Et le problème du quinquennat Hollande, c'est qu'à la fin, il a heurté la gauche sur ses valeurs. La déchéance de nationalité, c'est un truc d'extrême droite. C'est une rupture fondamentale avec ce qui fait pourquoi on est de gauche. L'aspiration à l'égalité, à la dignité des individus, le refus de toute forme de racisme et de xénophobie. Et ça veut mettre ça dans la loi. La loi travail, pour le dire vite, c'est l'idée que le contrat est supérieur à la loi. C'est l'inverse de la gauche. La gauche, on dit, il y a d'abord l'intérêt général et ensuite, dans le cadre de l'intérêt général déterminé par la loi, par le collectif, on peut avoir évidemment des accords, des négociations, des contrats. Mais que c'est ça qui prime. Or, la loi travail, elle inverse ça. C'est une rupture fondamentale. En faisant, je prends ces deux exemples-là, mais il y en aurait plein d'autres, mais c'est les deux plus emblématiques. En faisant ça, Hollande a rompu finalement ce qu'était l'histoire de la gauche. Donc, Hollande... Ça, je lui en veux beaucoup. Ah.
Parce que je pense que 2027, c'est pas possible pour ça contribue à amener l'extrême droite aux portes du pouvoir. Parce que quand vous expliquez que la gauche et la droite font la même chose, parce qu'en vrai, la loi travail, la déchéance, ça aurait pu être fait par Sarkozy. Et quand vous avez derrière Macron, parce que Macron, ça vient de là. Macron, ça vient de l'idée qu'il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. Moi, je crois au clivage. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être d'accord sur certains sujets, mais l'idée qu'il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, d'abord, ça mène toujours une politique de droite, parce que ça mène toujours une politique qui est décidée par des technocrates, par le monde de la finance, etc. Une politique dite raisonnable qui ne l'est pas du tout, vu la situation dans laquelle on est, vu l'explosion des inégalités, vu la colère, vu les souffrances, l'effondrement social qu'il y a dans le pays. La pauvreté, elle augmente, etc., etc. Donc ça mène à ça. Et en plus, ça donne l'idée que la seule alternative, la seule opposition, c'est les fachos, c'est l'extrême droite, qui elle arrive en disant vous les avez tous essayés, ils sont tous pareils, essayez-nous, avec un argument qui est imparable et qui est très difficile à déconstruire. Donc ça, c'est une vraie responsabilité de Hollande, je lui en veux. De ce point de vue-là, il est pour moi disqualifié pour la suite. J'avais aucun problème avec le fait qu'il soit candidat du nouveau Front Populaire, qu'il soit député, tant mieux pour lui, c'est très bien peut-être pour les électeurs de la Corrèze, vaut mieux Hollande qu'un type de droite ou d'extrême droite, mais pour représenter la gauche, pour l'amener à la victoire, et une fois la victoire acquise, si tant est qu'on puisse l'acquérir dans ces conditions-là, mais je pense qu'il ne le peut pas, mais combien même il y arriverait, pour transformer la société, pour éviter que le coup d'après ce soit l'extrême droite, il faut des gens qui ont démontré ou qui démontreront qu'ils sont attachés à un certain nombre de valeurs, de principes et de fondamentaux à gauche. Tu as évoqué beaucoup l'extrême droite. On comprend que c'est l'un de tes combats dans ton engagement, tu nous le confirmes. C'est plus qu'un combat, c'est... moi, ça ne me dérange pas de perdre une élection. Bon, ça arrive, je suis membre d'un petit parti, Génération, je suis dans le groupe écologiste et social qui est un petit groupe, perdre des élections, c'est la démocratie. Si l'extrême droite gagne, il y a des millions de gens pour qui ça va être une souffrance terrible. Moi, après tout, je suis blanc, je suis propriétaire de ma maison, ma vie, au final, je serai impacté parce que je serai malheureux, parce que notre société va être impactée. Mais globalement, moi, je ne vais pas me demander si je vais devoir ou pas, je vais pouvoir ou pas rester en France. Il y a plein de gens. La préférence nationale, par exemple, qui est le cœur du programme du Rassemblement national, ça va concrètement conduire des milliers de familles à souffrir terriblement dans leur chair. Les dernières législatives, quand même, ils ont proposé qu'on ne puisse pas servir la fonction publique quand on a une double nationalité. Ça concerne des millions de gens qu'on connaît, ça concerne des gens dans nos familles. La grand-mère de mon épouse, elle n'a pas la nationalité française. C'est quoi sa vie si demain c'est Bardella qui est président de la République ? Mon fils, est-ce qu'il verra de la même façon ses arrière-grands-parents ou pas ? Tout ça, c'est des questions qui vont se poser pour des millions de gens. Donc pour moi, c'est pas juste le rapport à l'extrême droite, une question de politique, c'est vraiment une question là, de choix de société, de civilisation qui se pose à notre pays dans l'année qui vient. Est-ce que aujourd'hui, parce que tu as évoqué les législatives à l'instant, le Rassemblement national a fait une percée historique aux législatives. Énormément de députés du Rassemblement national sont arrivés, et on parle de l'Assemblée dans un instant avec toi, mais est-ce que tu crois aujourd'hui que pour les Français, c'est audible de dire attention, si le Rassemblement national arrive au pouvoir, les 7 plaies d'Égypte vont s'abattre sur notre pays. Est-ce que tu penses sincèrement qu'aujourd'hui les Français peuvent entendre encore cela quand ils se disent, je me fais l'avocat du diable bien évidemment Benjamin, mais on l'imagine et c'est une réalité de notre pays, quand ils se disent on a tellement tout essayé, on vous a tous essayé, on a essayé la gauche, etc. Force est de constater que ça n'a pas marché. Emmanuel Macron laisse ce qu'il laisse derrière lui aux gens de juger et de voir comment ils se sentent dans cette société actuellement. Mais est-ce que tu crois que revendiquer une peur, ça ne va pas justement les pousser à aller vers ça, en se disant vous tentez de nous faire peur, mais est-ce que tu crois que ça marche ? J'entends ce discours, je ne sais même pas s'il marche ou pas, mais je sais qu'il est nécessaire. Parce qu'en fait, il est juste. Il faut qu'on ait peur. Le problème aujourd'hui, ce que je te disais il y a un instant, le problème je pense, de la plupart des dirigeants politiques, c'est qu'ils n'ont pas assez la trouille de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. C'est qu'ils ne réalisent pas ce que ça peut impliquer. Je ne dis pas Bardella, c'est Hitler. Je dis même pas Bardella, c'est Jean-Marie Le Pen. Je sais pas ce qu'ils peuvent faire, mais cette incertitude, elle est terrible. Quand même, ces gens, Le Pen, elle pouvait pas dire qu'elle ne savait pas qui était son père. Quand elle adhère au Front National, elle sait que c'est un parti fondé par d'anciens collabos. Il dînait avec elle le soir. Elle sait que c'est un parti antisémite. Il y a tout un tas d'articles, de livres. Tout a été documenté sur le fait que, je lisais encore aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen, il comptait les juifs à table. Donc elle savait ça, c'est sa fille. Elle avait la télé, elle avait les journaux, elle savait ce que c'était ce parti. Elle a fait le choix d'y adhérer. Bardella et tous ceux là qu'on nous décrit comme des gens qui sont venus, plus neufs. Oui, c'est pas la génération des collabos, etc. Mais enfin, ils ont pris une carte, c'est pas rien. Ils ont pris une adhésion dans un parti politique à une époque où Jean-Marie Le Pen, il était condamné pour négationnisme, à une époque où il tenait des discours racistes, et ils tolèrent dans leur rang
des gens qui sont... Il y a un député, il tenait une librairie qui diffusait des livres négationnistes. Donc ils savent, on sait qui ils sont. Ce qu'ils feront, on ne peut pas le savoir totalement. Ils jouent d'ailleurs de cette ambiguïté-là, mais on sait qui ils sont, donc il faut qu'on ait la trouille. Mais je suis d'accord, c'est pas suffisant. Et donc il faut que nous, c'est là où la gauche a une responsabilité, on incarne une alternative heureuse à ça. Il ne faut pas juste qu'on dise on fera moins pire qu'eux. Il faut qu'on dise on fera autre chose et on le fera autrement. Et c'est pourquoi moi je me bats pour qu'on défende un projet qui soit très ambitieux, très radical sur la question du temps libéré, du droit aux vacances, du partage du temps de travail, pour qu'on ait un projet qui soit très ambitieux du point de vue démocratique, qu'on rende du pouvoir dans l'entreprise, dans les collectivités, dans la vie démocratique, que je me bats pour qu'on ait un programme de transition écologique radical qui fasse que nos enfants puissent grandir dans un environnement respirable, que je me bats pour qu'on transforme l'école. Enfin voilà, si on va aux élections, effectivement, avec le truc de Hollande, que j'ai entendu l'autre jour, pardon, je veux pas en faire une obsession, mais qui dit... T'as le droit. Hein. Ah oui, mais on lui demande, mais quand même, les gens vous aiment pas, quoi. Vous êtes sorti impopulaire. Il dit, oui, mais quand je leur demande, est-ce que c'était mieux avant, ils disent non. Et quand je leur demande, est-ce que c'est mieux après, ils disent non. Enfin, on peut pas se contenter de dire... Avec nous, c'est moins pire que les autres, quoi. Il faut qu'on construise une autre société, un autre modèle de société, une société de l'égalité, du temps libéré, du progrès partagé. Qu'on montre qu'on est capable d'affronter les grands défis, l'intelligence artificielle, le réchauffement climatique, l'aspiration aussi d'une génération qui est la plus informée de l'histoire, parce qu'on entend toujours dire aussi les jeunes ils sont moins civiques, moins je sais pas quoi. C'est faux. On a la génération la plus connectée au monde de l'histoire, la plus informée de l'histoire, la plus ouverte sur la réalité des discriminations, du sexisme, de l'homophobie de l'histoire, la plus consciente aussi de la société dans laquelle elle vit. La première génération de l'histoire qui est consciente du réchauffement climatique. Donc cette génération-là, il faut qu'on ait autre chose à lui proposer que juste éviter le pire. Ça, je suis d'accord. Et il y a un autre truc à éviter, c'est de donner le point au RN. J'entends beaucoup trop de gens à gauche qui se disent « Ah là là !» Sur l'immigration, quand même, il y a une majorité dans les sondages de gens qui disent qu'il y a un problème avec l'immigration, donc il faut commencer à dire pourquoi pas, peut-être, etc. J'entendais mon camarade François Ruffin qui dit je suis contre l'immigration de travail. Bon. Attention, parce que si on donne le point au RN, si on commence à dire oui, il y a un problème alors qu'il n'y en a pas, si on n'assume pas ce que sont nos valeurs, ce que sont nos principes, bah effectivement, le RN aura choisi le terrain de jeu sur lequel se fera la présidentielle et il gagnera. Donc, une présidentielle, c'est deux choses, c'est la peur et c'est l'espoir. Moi, j'assume l'idée qu'on doit avoir peur de l'extrême droite, mais il faut aussi effectivement qu'on incarne un espoir et qu'on l'incarne sur nos thèmes, sur nos mots, sur notre vision de la société. Est-ce que l'immigration ne doit pas redevenir une problématique traitée aussi par la gauche ? Pourquoi y aurait-il des problématiques tabous aujourd'hui traitées par la gauche ? L'immigration, à la base, c'est une question de la gauche. La gauche a beaucoup lutté justement pour aider cette immigration notamment. Lorsque la gauche s'est détachée de la problématique de l'immigration, est-ce qu'elle ne s'est pas détachée d'un pan aussi de ses électeurs ? Il y a eu deux écueils. Il y a une partie de la gauche qui effectivement peut-être a été dans le déni. Il ne faut pas en parler parce qu'on est faible. Et puis il y a une partie qui a carrément épousé les thèses de la droite et de l'extrême droite. Valls, etc. C'est quand même des gens qui commencent par dire... Fabius avait dit une grosse bêtise il y a quelques décennies. Il a dit « Le Pen pose les bonnes questions sans apporter les bonnes réponses ». Si vous commencez par dire que l'extrême droite pose les bonnes questions sur l'immigration, c'est terminé. Donc il y a eu ce problème-là. Mais moi, je vais te dire, tu sais, le moment dont je suis le plus fier dans le mandat de député que j'ai eu, le plus intense, le plus utile, le moment où je me suis senti vraiment le plus en harmonie avec ce pourquoi je me suis engagé, c'est au moment de la loi immigration de Darmanin, qui est un moment terrible, parce que c'est le moment où la Macronie met dans la loi le programme de Jean-Marie Le Pen. Vraiment. Des quotas, la préférence nationale sur un certain nombre de sujets, enfin, horrible, c'est horrible. Et à ce moment-là, moi, j'ai l'honneur d'être le chef de mon groupe, le chef de file de mon groupe sur ce texte. Et donc, c'est moi qui monte à la tribune de l'Assemblée pour défendre la motion de rejet, c'est-à-dire rejeter le texte avant même qu'il soit discuté. C'est la première qui a été votée en 25 ans. Hein. La première fois qu'on a gagné ce vote-là. Donc, il y avait en plus un enjeu. C'est impressionnant physiquement parce que l'hémicycle est plein, ce qui n'est pas toujours le cas. Puis, on savait que ça se jouerait à quelques voix. Donc, mais j'ai été très fier parce qu'au moment où je me mets sur ce texte, où je dis je vais m'investir sur ce texte, avec mon équipe, on décide qu'on va passer... c'est un an de travail. C'est des auditions, c'est des déplacements. On est allé rencontrer des gens qui viennent en aide aux exilés dans la montagne, à Briançon. On a visité des centres de rétention administratifs. On a vu à la fois ce que la société peut générer de misère la plus sordide et en même temps d'espoir, de gens qui s'engagent à Calais, à Dunkerque, pour venir en aide aux exilés, qui sont traqués par la police. On a vu aussi l'horreur des politiques inhumaines qui sont menées. Enfin, tout ça est beaucoup de travail. Et puis, c'est humainement... dur à encaisser, mais au moment où je décide d'aller sur ce sujet-là, il y a des gens, des amis, des responsables politiques bien intentionnés qui me disent « Attention, t'es quand même élu sur une circonscription où le RN fait des gros scores, tu vas sur l'immigration, casse-gueule,
Qui c'est qui te dit ça? Non, des amis, des gens ou des collègues, des gens qui disent « Ah mais l'immigration, attention, on est minoritaire là-dessus ». C'est pas le sujet dont il faut parler. Oui, on est minoritaire, mais en fait, je pense qu'il y a quand même dans ce pays des millions de gens qui sont humanistes, des millions de gens qui considèrent, d'abord qui voient les chiffres. La part de l'immigration dans la société, elle est stable ces dernières décennies. Quand on dit, c'est Rocard qui disait une grosse bêtise, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit en prendre sa juste part. Je ne sais pas ce que c'est la juste part de la misère du monde. C'est pas une question de comptabilité, c'est une question de principe. D'autant que toute la misère du monde, en réalité, elle ne vient pas dans les pays du Nord. Les principaux flux d'immigration, c'est entre pays du Sud, c'est entre pays pauvres, parce que vous migrez d'abord vers les pays qui vous sont les plus proches. Donc il y a des gens d'abord qui sont conscients de cette réalité-là, puis il y a des gens qui ont du cœur. Mais je ne considère pas que c'est une faiblesse, moi, dans le monde politique, de faire appel aux sentiments, aux émotions. Il y a des gens qui considèrent que oui, on doit accueillir dignement celles et ceux qui fuient la guerre ou la misère sans avoir à faire le tri des raisons pour lesquelles ils fuient la guerre ou la misère. Et que quand on est un pays riche, quand on est un pays par ailleurs qui a des besoins économiques qui sont les nôtres, en fait, on a les capacités, on a le devoir d'accueillir dignement. Ces gens-là, ces millions de gens-là qui sont humanistes, je peux les résumer comme ça, ils ont besoin de porte-drapeau, ils ont besoin qu'on relève la tête et qu'on défende ces convictions-là. Et donc je suis très fier d'avoir fait ça parce que le sujet de l'immigration, oui, il faut le traiter, mais il ne faut pas le traiter avec les mots, le vocabulaire et les présupposés de la droite et de l'extrême droite. Et c'est le problème de la gauche, trop souvent. On te sent très animé, Benjamin. Quand tu parles avec nous en réalité, en face à face, en vrai, on sent que ça vient de tes tripes. Est-ce que, pareil, si on devait faire une espèce de bilan, tu penses que toi aussi, quelque part, t'as failli parfois? C'est quoi ton souvenir où tu te dis, non, là vraiment, j'ai pas assuré, j'aurais pu faire mieux? Tous les jours. Enfin, faut être très orgueilleux et très narcissique pour penser qu'on fait toujours bien. D'abord parce que quand on est de gauche aujourd'hui, force est de constater qu'on n'a quand même pas réussi. On est certes en majorité relative à l'Assemblée nationale, mais pas en majorité absolue. Tous les sondages, pour l'instant, prédisent notre défaite à l'élection présidentielle. Donc si moi j'arrivais en disant je réussis tout le temps, ce serait quand même sacrément présomptueux. Faut pas non plus toujours se flageller. Je parlais là de l'exemple de la bataille sur l'immigration. À la fin, cette loi, elle est passée, mais elle est passée en ayant été censurée par le Conseil constitutionnel sur un certain nombre de choses qui étaient dangereuses. Donc on a eu une victoire partielle sur certains sujets. Et puis je suis fier d'avoir mené ce combat-là. Parce que dans quelques années, je pourrais dire à mon fils, t'as vu, je me suis battu pour ça, quoi. Et que c'est pas rien. Donc oui, ça vient des tripes, parce que le jour où on fait pas de la politique en étant passionné, ça devient du cynisme et de l'opportunisme. Et là, faut arrêter tout de suite, parce que quand on fait par habitude, quand on n'y prend pas de plaisir aussi, ça devient quelque chose de moche et de cynique. Mais oui, y a, tous les jours, je me dis que je devrais faire mieux. Mais il y a un souvenir, il y a un truc qui t'a impacté ? Où tu t'es dit, tu vois, qui t'a empêché de dormir, où tu t'es dit non, là vraiment, ou collectivement on a foiré, ou moi j'étais pas à la hauteur. Tu vois, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit non, c'est pas possible? La bataille des retraites, je suis sorti très amer de la séquence parce qu'à la fin elle est passée cette réforme. Alors qu'on avait une majorité à l'Assemblée pour la combattre, parce qu'on avait un mouvement social pour la combattre, et que là aussi c'était pas qu'une question d'âge de départ à la retraite, c'est une question de sens historique. Moi je considère que si on vit plus longtemps, c'est pour vivre plus longtemps, c'est pas pour travailler plus longtemps. Et qu'en plus, quand on travaille plus longtemps, pour celles et ceux qui ont les travaux les plus difficiles, ça veut dire aussi mourir plus jeune. Donc ça, il y a eu une forme de frustration que la gauche, à ce moment-là, en plus, elle se soit divisée dans cette bataille-là à l'Assemblée. C'était bête, c'était du gâchis. C'était bête ou c'était pire que ça? Quand on se divise sur des sujets aussi importants, c'est criminel. Parce que derrière, on sait qui récolte les fruits de tout ça, on revient toujours à cette problématique-là, et parce que derrière, il y a des gens qui concrètement vont en souffrir. Donc non, sinon, moi j'ai assez peu de regrets parce que je me sens très libre. Ça me vaut des fois d'être un peu marginal dans mon groupe, marginal dans la gauche. Ça m'est arrivé de ne pas voter la même chose que mon groupe. Donc pour éviter d'avoir à mal dormir, j'essaye de toujours voter en conscience, même quand ça peut me mettre en difficulté avec mes collègues, mes camarades. Ça t'impacte comment ton travail dans ton quotidien? Il y a des fois où tu dors pas, tu manges pas bien, tu t'isoles, ou tu te dis... tu vois, il y a ces moments-là quand on a un député? Alors moi, je veux surtout pas me plaindre. J'aime pas les députés qui se plaignent. Objectivement, quand on fait ça, c'est qu'on l'a voulu. Parce que personne ne vous oblige à être candidat à une législative, à être à nouveau candidat quand il y a une dissolution, et personne ne vous oblige à rester député. Vous pouvez démissionner, vous avez un suppléant ou une suppléante qui prend la place. C'est vrai, mais en vrai, t'es un être humain quand même. Voilà. Donc je ne me plains pas, d'autant qu'on a des conditions matérielles pour faire ce job, qui n'est pas un job, mais voilà, pour remplir cette mission, on est bien payé, on a des gens qui travaillent avec nous qu'on choisit, donc en plus on s'entoure de gens talentueux,
talentueux et compétents avec qui on mène des batailles. On n'est pas seul. Moi, j'ai un parti avec des militants qui m'accompagnent, etc. Donc, c'est une chance. On travaille dans un cadre qui est l'Assemblée nationale, qui est merveilleux, qui est chargé d'histoire. Donc, c'est une chance. Mais c'est vrai que c'est un rythme particulier. Hein. C'est un rythme qui rend compliqué la vie de famille, qui rend compliqué les choses pour vos proches. Moi, je mesure la chance que j'ai de vivre avec quelqu'un qui est engagé politiquement, que j'ai rencontré dans l'engagement, donc qui comprend que voilà, des fois on part pas en week-end parce que en circonscription il faut aller discuter, rencontrer celles et ceux qui vous ont fait confiance pour être élus, parce qu'à l'Assemblée nationale il y a un débat qui va se finir à 2h, 3h du matin, et donc on rentrera pas pour s'occuper du petit. Et ça aide aussi à relativiser d'ailleurs les choses et à faire des choix et à assumer aussi. Moi j'assume maintenant aussi auprès de mes électrices et mes électeurs que on peut pas être partout tout le temps, et que pour être un bon élu, il faut aussi avoir une vie personnelle la plus équilibrée possible. C'est bête, hein, mais faire ses courses, s'occuper de sa famille, être chez soi, moi ça compte. Je pense que je fais bien mon mandat aussi quand je prends des week-ends où j'assume de ne pas faire de politique et où je joue avec mon fils. C'est vital, on imagine. Hein. Ça c'est important. C'est pour ça par exemple que je pense que le cumul des mandats, il faut surtout l'éviter. Je vois des gens qui voudraient revenir au cumul des mandats. On ne peut pas faire bien une mission comme celle de parlementaire si on fait autre chose à côté. Ou alors ça veut dire qu'on le fait au détriment de sa vie personnelle, familiale, ou au détriment de son travail de député. Donc ça, c'est pas bien. Tu parles de ton enfant et tu sais qu'ici, on est juste à côté d'une école et on entend des enfants. J'ai entendu. C'est un clin d'œil qui est amusant. Oui, la vie de famille, elle est, on l'imagine, hyper importante. Même la vie personnelle, les amis, c'est important aussi d'avoir des relations humaines pour bien qui sortent du champ politique. D'avoir des amis qui ne sont pas forcément d'accord avec vous, voire même avec qui vous n'allez pas parler politique. Moi, je fixe toujours une règle en vacances, c'est qu'on parle de politique le moins possible. Tu même arrives si à je faire pense ça que tout est politique. Moi, j'y arrive très bien, ouais. Ah, moi, j'y arrive très très bien. D'ailleurs, le truc qui m'agace le plus, j'espère que ceux qui font ça ne regardent pas, c'est quand je suis en soirée et que quelqu'un vient et me dit « Et alors, Le Pen, en vrai, elle est comment ? Et alors, tel débat, pourquoi vous avez fait ça ?» et machin. Bon, je le fais parce que c'est normal. Hein. Quand on est député, ça ne s'arrête pas au moment où quand vous sortez de l'Assemblée nationale, vous êtes toujours député, vous êtes toujours engagé et vous êtes toujours animé par ça. Mais bon, j'avoue que des fois, j'aime bien parler d'autres choses, et je pense que je me méfie des gens qui, politiquement, n'ont pas d'autres passions dans la vie. Je me méfie des gens qui vous racontent jamais leurs dernières vacances, le dernier bouquin qu'ils ont lu. Pourquoi ? Parce que, alors je pense à la fois, c'est paradoxal ce que je dis, tout est politique, et en même temps, il faut que des choses échappent à la petite politique. La popole. Ouais, la popole. Moi, par exemple, je lis très peu les essais politiques. Si je pars en vacances, je préfère lire un roman, m'évader. Et je pense d'ailleurs que ça aide politiquement. Pour bien faire de la politique, il faut être capable aussi de prendre du recul. Et prendre du recul, c'est intérieur. C'est lire, c'est aller au ciné, c'est voir des expos, c'est parler de la vie normale. Enfin, parce que je fais souvent l'expérience. Vous pouvez passer, quand vous êtes engagé politiquement, une semaine à vous prendre la tête sur un truc. Et puis le week-end, vous faites un barbecue avec des copains chez vous. Et là, vous allez dire « Toi, t'en penses quoi, tel truc, etc. » Et vous dites « Ah bon, j'ai même pas vu. » Parce que vous, ça vous paraît être un truc d'actualité centrale, indispensable. Et en réalité, c'est un truc qui ne concerne que quelques personnes. Ça veut pas dire que c'est pas important. Mais c'est bien, ça vous permet de relativiser les choses, quoi. Encore 2 points à évoquer avec toi, Benjamin, qui sont pour moi hyper importants. Tout à l'heure, on a évoqué la responsabilité en politique, etc. Là, on avait failli, et pourquoi les Français, parfois, n'arrivaient plus à tout saisir et étaient un peu beaucoup dans cet ému avant, avec l'avènement du Rassemblement national. Est-ce que tu crois que la responsabilité, elle est multiple ? Est-ce que tu crois que ce qui fait corps, ce qui fait société aujourd'hui, on doit tous prendre aussi un peu notre sac à dos, tu sais, être notre pèlerin et presque nous repentir ? Parce que tu vois, comme ça, on a nos idées un peu chrétiennes. Juste une question, les médias, tu vois, dont je fais partie, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'on a une conversation très vraie. D'ailleurs, ce podcast s'appelle En vrai, et je vous invite à vous abonner et à continuer à nous suivre. Mais est-ce que tu crois que les médias ont aussi une responsabilité ? Est-ce que tu crois que tous, à un moment, on a failli ? Bien sûr, alors c'est trop simple pour les responsables politiques de critiquer en permanence les médias. D'abord, il n'y a pas les médias, parce que moi j'ai fait des émissions variées avec des journalistes, des présentateurs, présentatrices variés, et je ne saurais pas dire qu'il y a une ligne, une orientation. Il y a une espèce de caricature qui est faite qui est un peu dangereuse. Mais il y a une responsabilité, je vais la placer à un autre niveau, une responsabilité, je trouve, notamment dans la bascule de la société, dans la progression des idées de l'extrême droite, dans la banalisation d'un certain nombre d'idées nauséabondes. Il y a une responsabilité des élites en général.
C'est qui les élites Mais moi, je prends mais parlons des médias, parce qu'on parle des médias. Moi, je vais prendre un exemple. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un élu exceptionnel, qui s'appelle Ali Rabé, qui est maire de Trappes, une très belle ville dans les Yvelines, qui, il y a quelques années, a été victime d'une offensive terrible de l'extrême droite, qui a été menacée, qui a été injuriée. Il y a eu une campagne organisée par CNews, en clair. Il y avait un prof, mythomane, qui a raconté des choses horribles sur Trappes, sur sa ville. Et Ali, comme c'est un maire, il défend les habitants, il défend sa commune, il a voulu rétablir la vérité. Et ça lui a valu une grosse offensive de l'extrême droite. Et à un moment donné, je me souviens, parce que j'étais pas parlementaire à l'époque, j'étais porte-parole de mon mouvement, Génération, et on m'invite sur un plateau de télévision. C'était pas CNews, hein. On m'invite sur un plateau, c'était LCI pour ne rien cacher. Un matin, samedi matin, je m'en souviens très bien, pour débattre de ce sujet-là. Et là, j'ai à côté de moi une éditorialiste qui me dit un truc du style, j'ai plus le mot en tête, mais qui dit mais enfin bon, chacun sait que Ali Rabé, il a quand même des complaisances à l'égard de l'islamisme. Me dit ça comme ça. Et là, je me sens. Je connais Ali depuis 15 ans, même je ne le connaîtrais pas d'ailleurs, ce serait pareil, mais je le connais depuis 15 ans, voilà. Et ce que je trouvais hallucinant, c'est que, évidemment, c'était faux, mais qu'elle affirmait quelque chose. Je lui dis, ah bon, sur quoi vous vous fondez ? Mais on sait. Ah bon, quoi, comment, etc. Et en fait, il n'y avait aucun espèce de début de commencement de vérité. Il y avait des trucs diffusés par la fachosphère, relayés sur CNews, et vous aviez là quelqu'un, une éditorialiste tout à fait respectable par ailleurs, qui avait fait des grandes études sans doute, qui lisait la presse tous les matins, qui racontait n'importe quoi. Et en fait, je me mettais à la place du téléspectateur qui regarde la télé. Là, moi, j'étais là. Il se trouve que moi, je connais Ali Rabé. Il se trouve que j'avais aucun doute. Donc, je pouvais répondre du tac au tac. Et donc, la mettre face à ces contradictions. Mais si j'avais pas été là, si face à moi, si face à elle, ça avait été quelqu'un qui... Bon voilà, connaît pas ou veut pas prendre de risques, parce que vous savez bien, quand aujourd'hui vous affrontez l'extrême droite, vous avez ensuite des trucs horribles sur les réseaux sociaux. Et ça joue aussi là sur vos entourages, etc., sur vos proches et puis sur vous-même, parce que bon, se faire insulter, menacer. Alors moi ça va, c'est pas très j'ai de la chance, je suis un homme, j'ai déjà moins d'horreur que quand on est une femme. Je suis blanc, j'ai moins d'horreur que si j'étais une femme racisée. Donc je mesure aussi une sorte de privilège là-dessus, même dans les injures de l'extrême droite. Mais bon. Cette éditorialiste-là, elle aurait pu diffuser n'importe quoi à 1 heure de grande écoute un samedi matin sur une chaîne tout à fait respectable par ailleurs, qui fait un gros travail, un gros boulot sur les questions internationales notamment. Et là, je trouve qu'il y a une responsabilité qui est terrible. Quand vous avez la une de match offerte à Bardella pour son storytelling de présidentielle, là aussi il y a un truc qui déconne. Donc oui, il y a une responsabilité, mais qui n'est pas collective. C'est une somme de responsabilités individuelles qui forment à la fin une responsabilité collective dans les drames qui peuvent nous arriver. Ça nous amène à l'audiovisuel public, forcément. Tu sais, hier soir, je regardais un show... un show télé en zappant, c'est ce qu'on fait souvent quand on est journaliste, on regarde un petit peu ce qui se passe et puis on prend la température. Alors que moi, je ne regarde jamais les émissions politiques. C'est vrai, jamais. Non, très rarement. C'est vrai ? Ouais. C'est pas mal, hein. Je me rappellerai de ça quand je t'inviterai et que je devrais te mettre des contradictions, qu'on sera dans une sphère tout à fait différente. Mais bon, je regardais cette émission qui, par ailleurs, n'était pas une émission politique. Tu sais, c'était un show en access. Et c'était un show qui parlait de ce rapport à l'oncle sur l'audiovisuel public. Et il mettait cela en rapport avec le mal-être des agriculteurs dernièrement. Et il y avait un côté un peu populiste avec un interlocuteur qui disait moi, je comprends pas, l'essence coûte super cher, les agriculteurs n'arrivent plus à s'en sortir, et nous, avec nos impôts, on finance l'audiovisuel public. Avec ce pot commun, on devrait plutôt donner cet argent à nos agriculteurs, on devrait plutôt aider les gens qui en ont le plus besoin, mais pas effectivement devoir nourrir des gens qui partent à Cannes dans des hôtels 5 étoiles pour nous désinformer. Ça, c'est pas possible. C'est quoi ta position rapidement sur l'audiovisuel public ? Mais ça, c'est la grande force de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'elle vous explique que le problème, c'est pas le milliardaire qui paye pas d'impôts en France, c'est votre voisin qui a un écran plat. Il vous explique que le problème, c'est pas le fait qu'on ne mette pas à contribution les super profits des multinationales pour financer nos services publics, que le problème, c'est justement les services publics eux-mêmes et le service public de l'audiovisuel. Et c'est ça leur grande force, c'est qu'ils installent ce récit-là et où du coup on crée des adversaires qui sont pas les bons. Aujourd'hui, l'ennemi de l'égalité des services publics, c'est l'infime minorité de privilégiés qui accumulent les richesses, qui s'accaparent les ressources et qui refusent le partage et qui fait une forme de séparatisme. Séparatisme dans l'école, séparatisme dans l'organisation des villes et séparatisme dans le consentement à l'impôt, dans la capacité à payer l'impôt, à contribuer au bien commun. Donc ma position, c'est qu'il faut défendre tous les services publics, y compris le service public de l'audiovisuel qui est précieux, qui est important, qui est indépendant. Ça ne veut pas dire que je ne trouve pas qu'il y a des sujets, comme téléspectateur.
alors comme dirigeant politique, je respecte l'indépendance. Comme téléspectateur, la propension maintenant à recruter des éditorialistes d'extrême droite ou sympathisants d'extrême droite pour essayer d'être dans l'air du temps me pose problème, me pose question. Mais bon, une liberté éditoriale, je la combats de façon militante, mais je ne suis pas pour sanctionner l'audiovisuel public au nom de ça. Comme tout service public, évidemment, il faut regarder comment on finance, il faut contrôler tous les services publics, mais je trouve qu'il y a une obsession malsaine à vouloir contrôler l'audiovisuel public plus que les autres services publics. Parce que je prends un exemple, tu parlais l'exemple des agriculteurs, je vais prendre l'exemple de la police. Ouais. L'immense majorité des policiers font correctement leur travail. Mais il y a une minorité de policiers qui, parce qu'il y a du racisme dans toute la société, pratiquent les contrôles avec des présupposés racistes, qui commettent des violences policières. Quand nous disons très simplement, on veut mieux contrôler un récépissé, par exemple, de contrôle d'identité pour qu'on puisse démontrer qu'on a été contrôlé de façon discriminatoire. Un meilleur encadrement, une meilleure formation pour combattre les violences policières qui sont une réalité. On a eu des drames, on a des drames à répétition qui montrent qu'il y a un problème de gestion du maintien de l'ordre, de gestion des armes dans la police. Quand on propose ça, c'est-à-dire un contrôle du service public, un contrôle de l'usage qu'on fait de l'argent public, puisque comment on arme, comment on équipe, comment on forme les policiers, là on nous dit... Puisque vous dites ça, c'est que vous ne faites pas confiance à la police. C'est que vous n'aimez pas la police. Donc si j'applique ce raisonnement, j'en déduis que du coup, tous ces gens-là, mais je n'ai pas besoin de le déduire, ils le disent eux-mêmes, n'aiment pas l'audiovisuel public. Moi, je suis pour qu'on applique les mêmes règles à tous les services publics. Mais là, on voit bien, cette commission d'enquête, ce n'était pas une commission d'enquête. C'est l'agenda, c'est l'offensive conduite par Bolloré, qui a trouvé sa traduction parlementaire. Je l'ai dit, ça a un peu choqué, mais je l'ai dit aux 4 colonnes à l'Assemblée hier. On savait que Bolloré pouvait s'acheter des éditeurs, des journaux, des chaînes de télé, des chaînes de radio. On sait maintenant qu'il peut s'offrir des parlementaires. Et c'est très, très, très inquiétant, ça. C'est très important et inquiétant, ce que tu es en train de nous dire, Benjamin. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une ingérence de milliardaires ou de puissance à l'Assemblée nationale ? C'est bien que tu en parles, puisque je peux te dire qu'en avant-première, j'écris aujourd'hui et je dépose aujourd'hui une demande de commission d'enquête sur les ingérences de Bolloré au sein des institutions. C'est une évidence qu'aujourd'hui, il y a des milliardaires, c'est vrai de Bolloré, c'est vrai de Sterrin, par exemple, qui cherchent à faire gagner l'extrême droite, qui cherchent à construire ce qu'ils appellent l'union des droites, qui est en réalité la fusion de la droite radicalisée avec l'extrême droite. Et ils le font jusqu'au cœur de l'Assemblée nationale. Et ils le font jusqu'en essayant de s'acheter une parcelle de la démocratie. C'est l'objectif de CNews. Moi, j'ai été attaqué hier sur CNews pendant 20 minutes suite à des propos que j'ai faits pour défendre, ce qui est très rare, les propos de Macron sur l'Algérie, quand il disait tous ceux qui sont obsédés par le fait de vouloir tendre les relations avec l'Algérie sont maboules. Et j'ai dit pour une fois, Emmanuel Macron a raison. Et j'ai eu droit à 10 minutes de Pascal Praud disant mais raconte n'importe quoi, etc. Tout ça n'est pas juste du cirque. Ces gens ne sont pas des guignols. Ces gens ne sont pas des maboules. Là, il a tort, le président de la République. Ces gens ont un agenda politique qui est la destruction méthodique, systématique de ce qui fait notre République pour permettre qu'arrivent au pouvoir des autocrates comme Trump, comme Orban, comme Bolsonaro. Et en France, ça s'appelle Zemmour, ça s'appelle Le Pen, ça s'appelle Bardella, ça s'appelle que sais-je encore. Ça prendra la forme qu'ils décideront que ça prendra, mais c'est ça aujourd'hui leur objectif politique. Mais Benjamin, c'est hyper grave. Si aujourd'hui tu nous dis que tu vas convoquer une commission d'enquête parce que tu... Je vais la demander, mais je crois que tu vas recevoir la présidente de l'Assemblée nationale. Absolument. Peut-être faut-il lui demander si elle serait d'accord pour faire la lumière là-dessus. Elle pourrait diligenter une enquête d'ailleurs. Tu sais, on propose toujours à nos invités de poser une question à la personne qui sera après à leur côté. Alors, je te laisse lui poser la question, mais juste avant que tu poses ta question à Yael Braun-Pivet, qui sera effectivement dans quelques heures, ou dans quelques jours, ou dans quelques semaines, en fonction de la diffusion, à ta place. S'il y a aujourd'hui de l'ingérence à l'Assemblée nationale, chez ceux qui votent les lois, on va rappeler à quoi sert l'Assemblée nationale. Le potentiel législateur, c'est hyper grave. S'il se passe ça, est-ce que ça remet en question nos institutions ? Parce que s'il est démontré qu'il y a une ingérence aujourd'hui politique quelconque à l'Assemblée nationale, de puissance, de milliardaires, etc. Alors, je vais te choquer, mais ça a toujours existé. Nous défendons tous des intérêts. Moi, j'assume que ma vision, parce qu'on est censé défendre l'intérêt général. Mais moi, ma conception de l'intérêt général n'est pas la même que celle de mes collègues. Mais tu as un mandat, tu es élu. Simplement, le sujet, c'est au nom de qui on défend et comment on le fait en transparence. Moi, j'assume que je défends, par exemple, entre les intérêts des salariés et les intérêts du MEDEF, je défends les intérêts des salariés. Et j'assume ce rapport de force-là et ce parti pris-là. Qu'entre les intérêts de la génération future qui arrive et les intérêts de ceux qui vendent des pesticides, je défends l'intérêt des générations futures. Et donc, je fais ce parti pris-là et ce choix-là. Il y a toujours eu,
à l'Assemblée nationale des gens qui défendaient les intérêts des plus puissants, des gens qui défendaient les intérêts des milliardaires, du patronat. On a eu par exemple dans des débats récents une députée de droite qui avait fait des copier-coller d'amendements proposés par le MEDEF, qui l'assumait d'ailleurs, qui le revendiquait. Moi j'assume par exemple de reprendre des propositions de la CGT, de la CFDT, parce que je considère qu'elles vont dans le sens de l'intérêt général et de la défense des salariés des plus précaires dans ce pays. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est la force et les moyens que se donne la droite radicalisée et l'extrême droite avec des chaînes de télé, avec de l'argent qui est déversé dans le débat public pour influencer le débat démocratique. Et c'est effectivement, moi je n'ai pas de preuves, donc j'attends de voir, j'ai vu des articles de presse, s'il est vrai que des questions ont été rédigées par l'entourage de Bolloré pour être imposées, suggérées à des parlementaires, c'est grave. C'est grave parce que ça veut dire que dans ce cas-là, vous avez des parlementaires qui sont les marionnettes de quelqu'un dont l'intérêt est un intérêt économique, dont l'intérêt est un intérêt financier, dont l'intérêt est un intérêt politique qui, de mon point de vue, est contradictoire avec les valeurs de la République. La démocratie, moi, on me tombe toujours dessus quand je dis que j'avais proposé la taxe Zemmour, c'est-à-dire une taxe qui rend prohibitif le fait d'inviter sur un plateau télé quelqu'un qui a été condamné pour incitation à la haine raciale. En gros, qu'on interdise d'antenne, de temps de parole, ça se fait en Belgique, quelqu'un qui est raciste, qui a été condamné, qui a été reconnu par la justice comme étant raciste. Pourquoi ? Parce que je considère que la démocratie, c'est pas juste une règle du jeu. C'est pas l'idée que toutes les opinions se valent. La démocratie, c'est aussi des valeurs. Et que le principe fondamental de la démocratie, c'est que les individus sont égaux en dignité, que le racisme n'est pas une opinion mais un délit, que l'homophobie, le sexisme, l'islamophobie, que tout ce qui contribue à discriminer est incompatible avec l'idée même qu'on soit une démocratie, parce que ça veut dire qu'il y a une inégalité de base entre les individus. Donc moi j'assume ce parti pris-là aussi, c'est-à-dire de dire la démocratie doit se défendre des adversaires de la démocratie. Donc il faut interdire et fermer CNews, donc il faut interdire d'antenne des gens qui sont des racistes. Toi tu veux fermer CNews ? Moi je veux fermer CNews. Je pense aujourd'hui que CNews n'est pas une chaîne... mon problème c'est pas que ce soit une chaîne d'opinion, etc. C'est même pas ça le débat. Le sujet c'est que la démocratie doit se défendre d'un média qui est organisé, qui est financé dans le but de détruire ce que sont les valeurs de la démocratie. Bolloré, Sterrin, comme Zemmour, quand Zemmour parle de entre guillemets grand remplacement, c'est pas une idée parmi d'autres. Mais Benjamin, c'est l'incitation à la haine raciale, à la guerre civile. Mais on doit se protéger de ça. C'est pas contradictoire avec ce que tu viens de nous dire sur la sauvegarde de l'audiovisuel public ? On sauvegarde l'audiovisuel public, peu importe la direction ça prendra, et on ferme une autre chaîne, certes d'opinion, mais c'est une autre chaîne qui participe en fait à cette pluralité des opinions. Est-ce que c'est pas une dualité ? Non, parce que CNews viole la loi, de mon point de vue, au moins 100 fois par jour. J'ai fait l'expérience hier de regarder pendant 20 minutes chez Pascal Praud le débat entre les gens qui sont autour du plateau, entre lui, etc. Il y a pour moi des dizaines de choses qui sont contradictoires avec ce que doit être... Enfin, CNews bénéficie de la TNT. CNews bénéficie d'une diffusion qui est permise par la collectivité. Voilà, s'ils veulent ouvrir un site et qu'ils diffusent librement, mais là, on parle d'une chaîne de télé qui est diffusée avec aussi les moyens de la puissance publique, chez des gens qui d'ailleurs la critiquent très très souvent. Ta question à Yael Braun-Pivet qui sera à ta place. Alors ma question... Dis-nous. J'en aurais plusieurs, mais ma question à Yael Braun-Pivet, c'est est-ce que tout se vaut ? Est-ce que, parce qu'elle a soutenu l'idée qu'il y ait des vice-présidents RN de l'Assemblée nationale, donc ma question c'est, elle qui a été élue avec les macronistes pour faire barrage à l'extrême droite, comment, avec cette règle du jeu-là, avec cette idée que finalement tout se vaut, que l'extrême droite vaut le reste, comment est-ce qu'on protège notre démocratie et nos institutions de l'offensive réactionnaire raciste qui est menée par l'extrême droite dans le pays ? C'est une question qu'on lui posera, Benjamin. Merci beaucoup. Le mot de la fin, il est pour toi. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire ? Quelle image est-ce que tu as envie de laisser ? Quel message aussi tu as envie de laisser quand tu penses par exemple à ton fils, toi qui es engagé ? C'est quoi que tu veux laisser derrière ? Laisser derrière, à 35 ans, on ne parle pas encore d'héritage, mais non, mais le goût de l'engagement. Le goût de l'engagement et des convictions. Moi, je pense que c'est important et qu'il faut toujours suivre ses convictions. On est dans un moment historique où on a essayé de nous expliquer pendant des années qu'il n'y avait plus de gauche, il n'y avait plus de droite, il y avait une marche du monde qui était possible et une seule. Et on est en train de comprendre à grande échelle que c'est pas comme ça, qu'on a toujours le choix et qu'on a le choix de la société qu'on veut construire et qu'on est dans un moment là où il y a besoin d'engagement à tous les niveaux, pas forcément politique, associatif, syndical ou juste donner son avis sur les réseaux sociaux ou dans la rue. Il y a besoin d'engagement pour qu'on décide collectivement vers quoi on veut aller. Est-ce qu'on veut une société où on respire, où on partage, où on est égaux, ou est-ce qu'on veut une société du repli, de la haine et on est dans ce moment-là. Et qu'en fait, les débats politiques, ils seront la conséquence de ça.
Merci beaucoup, Benjamin Merci à Lucas, toi. d'avoir accepté mon invitation dans En vrai, le podcast de nos engagés. Merci de nous avoir suivis. Vous likez, vous partagez, vous vous abonnez. On vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Et merci de nous avoir parlé très vrai, avec ton cœur, de tous tes engagements. J'espère. À bientôt, Benjamin. Au revoir.